Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. C'est effectivement un honneur de présenter ce soir sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk, comme toujours. J'aime préciser en début d'événements comme ça que je m'identifie effectivement comme québécoise francophone et que j'ai des racines allemandes, françaises, hongroises, irlandaises, parce qu'au Québec, on a tendance à s'identifier seulement à partir de l'arrivée de nos ancêtres sur ce territoire. Puis ça, en faisant ça, on occulte une partie importante de notre histoire, mais aussi la présence des gens qui étaient là avant nos ancêtres. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire en début de présentation. Comme on l'a dit dans ma présentation, j'ai tout récemment vient de terminer la rédaction d'un grand rapport sur la question des femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec. Et puis c'est un peu de ça dont je voulais vous parler ce soir, la façon dont cet enjeu-là s'inscrit aussi dans des questions dont on a entendu parler, notamment lors de la diffusion de l'émission Enquête, quand les femmes autochtones, avec un grand courage à Val-d'Or, ont dénoncé la violence qu'ils ont subie de la part de policiers de la sécurité de la Sûreté du Québec. Donc, je commencerai en vous décrivant rapidement le processus de recherche parce que c'est important. On a suivi les lignes directrices que notre association a. C'est un PowerPoint que j'utilise souvent à différentes sources. Donc, ces lignes directrices-là viennent d'un guide qui a été rédigé par Suzy Basile pour notre association et qui décrit d'une façon respectueuse et éthique de faire la recherche avec et auprès des femmes autochtones. Donc, la recherche qui correspond aux besoins des femmes, la recherche où elles sont les leaders de cette recherche-là et surtout où elles peuvent bénéficier des résultats des études. Donc, chez Femmes autochtones au Québec, c'est ce qui guide la recherche qu'on fait, puis aussi notre façon d'aborder le travail en collaboration avec les chercheurs. Donc, nous, on a eu une période de consultation où on a interviewé des femmes autochtones pour savoir comment on pouvait aborder la question des femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec. Comme vous le savez peut-être, il y a déjà une quarantaine de rapports sur cette question-là. Elle a été largement documentée, mais beaucoup dans l'Ouest canadien. Pas tellement au Québec, en fait, très peu au Québec. Quand les autres chercheurs qui ont fait l'étude, notamment Femmes autochtones du Canada, Marianne Pierce, ont travaillé sur cette question-là, ça a beaucoup été fait en anglais, cette recherche-là. Et du coup, on laissait un peu tomber les femmes autochtones qui ont le français comme langue du au Québec, ce qui d'ailleurs est le résultat de la colonisation, n'est-ce pas? Donc, on a essayé de parler beaucoup avec des femmes autochtones francophones ou qui ont le français comme langue d'usage. Puis, c'est très intéressant ce qui est ressorti. On a parlé avec des intervenantes beaucoup, avec des policières qui travaillent dans les corps de police, qui sont membres des corps de police autochtones. Et donc, la relation avec les policiers est au centre de cet enjeu-là. En ce moment, la relation avec les policiers, elle est au centre de tout, à cause de ce qui s'est passé tout récemment. Vous êtes certainement au courant, je n'ai peut-être pas besoin de vous donner ce contexte-là. Mais, donc, ce qui est ressorti beaucoup, c'est une définition intéressante de la disparition. Donc, quand on demandait aux personnes autochtones, on a parlé avec environ 45 personnes, sur qu'est-ce que c'est pour vous une femme autochtone disparue? Comment est-ce que vous décrivez la disparition? Ce qui est ressorti, ce sont deux éléments clés, l'éloignement et l'inconnu. Donc, Nicolas dit « A missing person is someone we lose contact with that a family can't find ». Donc, quelqu'un avec lequel on a perdu le contact, qu'une famille ne peut pas trouver. Élise dit « Moi, une femme disparue, c'est une femme qui est loin de son monde ». Ça touche tout droit au cœur, cette phrase-là, je trouve, de sa communauté, de sa famille. Une femme disparue, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé avec cette femme. Somebody who's no longer where she's supposed to be. If no one knows where they are, their communities, their partner, they're missing. Donc, quelqu'un qui n'est plus là où elle devrait être. Puis, en analysant un peu cette définition-là, on s'est rendu compte que ça correspond à en fait, une panoplie de types d'anecdotes. Quand on parle des femmes autochtones disparues assassinées, on veut souvent un portrait fort, des trajectoires. Qui sont ces femmes? Qu'est-ce qui leur arrive? Comme s'il y avait seulement une version de ce que peut être la disparition. Puis en fait, on réalise qu'avec cette définition-là,
le fait d'être loin de son monde, puis sans qu'on sache ce qui est arrivé, ça correspond vraiment à plein de choses. L'incarcération croissante des femmes autochtones qui, humiliées, ne veulent pas dire à leur famille ce qui se passe, par exemple. On parle aussi de fugues, de femmes qui doivent quitter leur communauté pour une panoplie de raisons, entre autres la violence qu'elles peuvent vivre dans leur communauté, où il y a peu de services, où il est difficile d'accéder à un logement sécuritaire abordable, salubre, mais sécuritaire aussi, parce que les familles vivent beaucoup entassées dans les maisons, dans les communautés. Donc c'est pas seulement les femmes qui ont été victimes, par exemple, de Robert Pickton, un tueur en série, évidemment, ça fait partie de l'enjeu, c'est horrible. Sauf que quand on imagine seulement le récit de Robert Pickton, on s'imagine aussi que ça n'a rien à voir avec nous, parce que lui, c'est un monstre. Puis il n'y a rien à faire. Alors que c'est pas du tout ça la réalité. Puis on réalise aussi que dans l'histoire vécue par les femmes autochtones, la disparition, c'est un motif récurrent. La loi sur les Indiens enlevait le statut aux femmes autochtones qui mariaient des personnes non autochtones et du coup, les femmes étaient expulsées de leur communauté. Donc, elles quittaient, puis on ne savait pas ce qui leur arrivait. On ne savait pas où elles allaient. Ensuite, les pensionnats, évidemment, 4000 enfants sont décédés. Souvent, les familles n'ont même pas su ce qui est arrivé à leurs enfants. Et pendant que les enfants étaient partis aussi, pendant qu'ils étaient à l'école, on ne savait pas trop ce qui se passait avec ces enfants-là. Puis ensuite, et encore aujourd'hui, la question de la relation avec le DPJ, pour plein de raisons, le directeur de la protection de la jeunesse souvent enlève les jeunes des familles, soit pour des motifs discriminatoires, on ne tient pas compte des réalités en contexte autochtone, on mélange la négligence et la pauvreté, puis ça fait en sorte que souvent les femmes perdent leurs enfants, puis ça les empêche en fait d'appeler la police, d'avoir accès à l'aide parce qu'elles ont peur de perdre la garde de leurs enfants. C'est une peur qui s'avère très fondée parce qu'en fait ça arrive très très souvent. Il y a plus d'enfants autochtones placés actuellement en foyer d'accueil que le nombre total d'enfants qui ont fréquenté les pensionnats. Donc ce que je vous décris, c'est un peu une histoire coloniale qui se manifeste par une chaîne de disparition qui vulnérabilise tranquillement les femmes autochtones au point où aujourd'hui, le visage de la problématique, c'est la question des femmes autochtones disparues ou assassinées. Donc, on a, comme j'ai dit, les fugues, l'incarcération, la question du suicide a beaucoup été amenée. Les femmes ont l'impression de ne pas pouvoir fuir ces situations qui sont très, très difficiles. Et ça fait en sorte qu'elles s'enlèvent la vie, puis ça correspond aussi à la question, à la définition de la disparition qui a été donnée par les participants de notre étude. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition-là s'est articulée en contraste avec une valeur fondamentale des populations autochtones, malgré leur grande diversité. Évidemment, il y a 11 nations au Québec, 8 langues autochtones qui sont encore parlées sur le territoire qu'on appelle maintenant Québec. Par contre, ce qui est revenu beaucoup, c'est l'importance de la solidarité, de l'entraide, le vivre ensemble, le rassemblement. C'est là que les communautés autochtones, les nations autochtones trouvent leur force et surtout la sécurité. Le bien-être, c'est quand on est ensemble. Puis ce qu'il faut faire pour améliorer la situation des femmes autochtones disparues ou assassinées, c'est de favoriser un vivre ensemble, une solidarité, une entraide qui est sécuritaire, qui est positive. Donc, Mireille explique, moi je montrais quelque chose avec les 11 nations pour montrer aux policiers que, regarde, vous ne voulez pas le faire, mais nous on va le faire. Plus on est nombreux, plus on est fort. Sophie dit, en tant qu'Autochtone, on doit se serrer les coudes. Il faut qu'on en parle de plus en plus, on agit de plus en plus par rapport à ça pour qu'il n'y ait plus de femmes disparues, pour que ça ne soit pas une norme. Donc on voit la question le fait d'être ensemble, de se serrer les coudes, de travailler en groupe, d'être solidaire, on y voit une source de solution, une avenue pour s'en sortir. La communauté, c'est très fort. S'il y a quelqu'un qui a de la viande traditionnelle, c'est vite. Tout le monde qui sait en 5 minutes, puis on parle de quelqu'un qui est en milieu urbain, quelqu'un qui a du caribou, du poisson, tout le monde vient manger. C'est comme connecté, on dirait. Donc, les femmes, malgré toutes ces embûches que j'ai décrites, utilisent la solidarité, utilisent l'entraide, leur réseau informel, la famille élargie. La notion de famille en milieu autochtone, elle est très, très différente de celle qu'on peut avoir en tant que Québécois, en tant que Québécoise dans une société occidentale où on parle d'une famille nucléaire, on parle de parents, d'enfants, peut-être donc de tantes et de grands-parents, mais ça s'arrête là. En milieu autochtone, la communauté est presque familiale, dans le sens où les amis, on appelle beaucoup de gens auntie, uncle,
tantes, oncles. Puis, tous ces gens-là qui composent la famille élargie ont un rôle important à jouer dans la cohésion du groupe. Puis ça, encore, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs cultures autochtones. Et c'est à ça qu'on a recours pour se sentir bien quand on a besoin d'aide. En communauté autochtone aussi, la Nation Atikamekw, par exemple, sont en train de développer leurs propres services sociaux. La Nation Atikamekw a développé un système de protection de la jeunesse qui tient compte des réalités atikamekw, qui tient compte et surtout qui favorise le fait de garder les enfants dans la nation, peut-être jamais évidemment dans une situation où un enfant peut être en danger, mais au moins dans une situation où l'enfant peut continuer à avoir une relation avec ses parents, si c'est jugé sécuritaire, certainement peut continuer à parler sa langue. Donc l'idée, c'est d'essayer de garder les personnes autochtones au sein de leur communauté parce que c'est là que ces personnes-là sont bien et qu'elles sont en sécurité ultimement si on peut avoir accès aux services dont on a besoin. Donc, quand on demande aux femmes autochtones qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'alliés, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personnes qui désirent soutenir les efforts, ben, il y en a plein, en fait, il y en a plein de solutions possibles. Ovidia Larivière avait écrit un article super intéressant dans la Gazette des femmes qui était intitulé « Et si on s'intéressait à nous quand nous sommes vivantes ». Donc, on a beaucoup parlé des femmes autochtones disparues ou assassinées et maintenant des femmes autochtones qui ont dénoncé la violence très grave de la part des policiers. Mais pourquoi pas parler des femmes autochtones qui luttent et revendiquent depuis des décennies, bien évidemment depuis des siècles, mais dans le cours de nos vies, depuis des décennies, pour de meilleures conditions de vie, pour plus d'attention de la part de la société en général, une éducation qui tient compte de l'histoire des Autochtones, mais de l'histoire des colonisateurs. Donc, c'est ça qu'on doit faire en tant qu'alliés. On doit militer pour avoir une éducation au primaire et au secondaire qui enseigne l'histoire de la colonisation. Pas seulement l'histoire des Autochtones, mais l'histoire de nos ancêtres là je dis non, moi, parce que je suis québécoise, mais nos ancêtres qui ont colonisé. Puis j'avais entendu un aîné autochtone dire, quand j'étais à UBC, quelqu'un me disait, mais comment je fais pour avoir accès à cette histoire-là? Puis il avait répondu, mais tu vas voir tes propres documents, va lire la loi sur les Indiens. C'est ton histoire, ça, en tant que personne non autochtone. Aussi, on demande aux personnes autochtones d'intervenir quand on non autochtone, c'est d'intervenir dans les situations où on entend des préjugés, des stéréotypes, dans les moments informels, dans la famille, avec les amis. C'est des moments qui sont difficiles parce que c'est des gens qui sont près de nous et qu'on aime beaucoup, mais c'est là aussi qu'on peut avoir probablement le plus d'impact parce que les gens vont nous écouter, parce qu'on peut vraiment désamorcer ce genre de commentaires-là et idéalement dans un contexte où la personne se sent en sécurité. Donc, c'est un de mes profs autochtones avait dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas rien faire. » Parce que maintenant, vous savez. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. C'est un peu un appel que je vous fais ce soir. Là. Je vous ai présenté ça, un super flash, histoire éclair. Là. Sauf qu'il y a quand même de quoi aller chercher, s'informer davantage, puis après ça, partager la bonne nouvelle. On demande aussi d'impliquer les femmes autochtones dans les projets. Comme je parlais plus tôt, ce qu'il faut faire pour aider à améliorer la situation des femmes autochtones, c'est favoriser l'entraide, la solidarité entre autochtones et non-autochtones aussi, parce que c'est une valeur fondamentale pour les autochtones. Donc, travailler sur les protocoles de collaboration entre les milieux urbains et les communautés, entre organisations autochtones et non-autochtones dans les milieux urbains. Si vous êtes des militantes, il faut toujours faire appel aux femmes autochtones pour qu'elles puissent intervenir, offrir leur perspective, parler du territoire, des responsabilités qu'on a envers la terre, envers les populations qui vivent ici. C'est quelque chose qui devrait être un réflexe dans notre travail en tant que militante. Et toujours aussi considérer les langues autochtones. Quand on parle de nommer, donner un nom à nos projets, quand on parle en général de revendication, la question des langues autochtones, elle est constamment occultée, particulièrement au Québec, c'est excessivement ironique. Bon, alors évidemment, là, connaissez l'histoire de la colonisation. Voilà. Merci.